Un chef de projet fait ce qu'il dit. Et on a une expression ici au Québec qui est très juste. On dit qu'il faut que les bottines suivent les babines. Donc, fais ce que tu dis. Okay? Donc, je pense que c'est très important, ça, auprès des gens. Et souvent, le leadership, ça peut aller chercher de plusieurs façons. Et ça, c'en est un. Un chef de projet va dépenser 90% de son temps communiqué. Un chef de projet, il doit avoir un QI et un QE. Un quotient intellectuel et un quotient émotionnel. Et je pense que c'est d'être balancé par rapport à ces deux éléments-là qui est très important. Et d'aller sur le plancher et de vérifier, aller chercher le pouls. J'ai toujours dit qu'en allant chercher le pouls, on découvre les poux. Bonjour à tous, Sophie Chenel, conférencière, formatrice experte du Pas de Plus et fondatrice de la méthode START. Aujourd'hui, nous allons parler de management et de leadership et nous avons Richard avec nous pour parler de ce sujet. Bonjour. Bonjour Richard. Richard, c'est une personne qui a plus de 30 ans d'expérience en gestion de projet. Il a accompagné Hydro-Québec dans la gestion de projet également en tant que formateur certifié. Il a été planificateur, gestionnaire, stratège, contrôleur dans les coûts. Vraiment toutes les étapes du chargé de projet, il les a réalisées. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais savoir, Richard, et que tu nous partages avec les interlocuteurs que nous avons aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait que Richard, un jour, il a décidé qu'il fallait qu'il fasse de la gestion de projet? Disons, pour faire un petit peu un résumé du point de départ de tout ça, c'est qu'ayant commencé à la base dans une entreprise familiale de construction, je pense que l'intérêt s'est installé très vite. J'ai commencé à travailler comme estimateur et par la suite planificateur de projet. Et déjà là, j'ai senti un goût vers la gestion de projet. Et aussi le fait que j'ai été impliqué très jeune dans des projets d'envergure. Qui étaient un peu des précurseurs ici, et là je vais parler au Québec, qui est ma terre natale. J'étais impliqué dans les Jeux olympiques de Montréal. Dès ma sortie de l'université, les Jeux de 76, et là ça m'a amené dans une toute autre dimension de la gestion de projet. Et j'ai vu je dirais, les capacités et les possibilités d'une bonne gestion à livrer des projets. Et j'ai travaillé aussi, je dois être franc aussi, avec d'excellents mentors. Et je pense que ça, je leur dois surtout à eux d'avoir pris le temps de faire un bon mentoring avec moi. Mais il faut dire aussi qu'il y avait une réceptivité de ma part. Et donc, il y avait un intérêt, je pense qu'ils l'ont noté. Et par la suite, j'ai été impliqué dans d'autres grands projets qui étaient des projets de construction d'édifices, d'infrastructures. Et avec les années, c'est rajouté tout l'aspect informatique des projets, ce qu'on appelle des projets plus soft, moins hard comme la construction, et où l'application des modèles de gestion de projet s'applique à 100%, du même type que la construction. Mais d'ailleurs, vous avez aussi travaillé sur la mise en place des systèmes SAP, oui. Win 2000 et puis SAS. Tout à fait. Et ça, c'est des bases essentiel aujourd'hui dans la gestion de projet quand on est sur des gros projets dans la construction ou même dans d'autres domaines d'activité. Il y a des éléments clés et c'est ce que j'ai découvert dans l'implantation de projets informatiques qui sont légèrement différents des projets de construction. C'est qu'en informatique, il y a deux éléments très importants, c'est l'humain et les communications. Pourquoi? Parce que les deux sont directement associés, parce que dans l'implantation aujourd'hui des nouveaux systèmes informatiques, ça amène souvent la résistance des gens. Et il y a beaucoup de résistance de la part du personnel à l'implantation de nouvelles technologies parce que souvent des technologies éprouvées depuis des années ont confirmé des carrières à l'intérieur d'une entreprise. Il y a un confort, un petit peu dans ses pantoufles quand on est dans un outil qu'on utilise depuis 5, 10, 15 ans et d'arriver du jour au lendemain et de dire là on change tout, on arrive avec un nouveau modèle et ça semble être la réponse à tout. Et puis, donc forcément, il se met des barrières et la réticence, la résistance des gens. Et mon constat par rapport à ça, il y a une réponse simple à ça, c'est l'augmentation des communications.
Ce qu'on ne voyait pas nécessairement dans les projets de construction, pas des projets publics où il faut communiquer à la population locale, mais dans les projets informatiques, souvent qui sont l'implantation à l'interne des organisations, il faut énormément augmenter la communication. Et je dirais la communication dans les deux sens. Il faut que la communication vienne d'en haut et vienne de la base. Autrement dit, il faut qu'elle vienne de la hiérarchie pour expliquer l'objectif, parce que des objectifs stratégiques, c'est relié à souvent des objectifs stratégiques organisationnels, mais il faut également aussi trouver ces champions dans la boîte qui, eux, vont être les porte-paroles de l'organisation auprès de la base. C'est un peu, et là c'est une image, c'est un peu quand on parle, souvent on fait la référence à l'Église catholique avec Jésus et ses 12 apôtres. Bien, les 12 apôtres ont fait qu'aujourd'hui on a 1 milliard et quelques de catholiques. C'est pas juste Jésus qui a transporté de la bonne parole, c'est les apôtres aussi. Et là c'est une image que je donne, mais c'est juste comprendre que ça ne peut pas se faire juste par le haut de la pyramide, il faut que ça vienne par la base aussi. Et c'est ça qui a garanti le succès de l'implantation comme un outil comme SAP qui s'est fait dans ma boîte où j'étais avant, à Hydro-Québec. Donc on voit l'importance de la communication dans la gestion de projet finalement, oui. Parce que la communication c'est la clé en fait, de l'élaboration de ce projet. Si on est capable d'identifier avec des termes clairs, si on est capable de définir les objectifs et de les transmettre, alors on va avoir une vision claire et on aura à ce moment-là des ambassadeurs qui vont pouvoir promouvoir et parler de cette méthode. C'est très intéressant. C'est rigolo quand même qu'on commence par la communication ensemble parce que la gestion de projet, on voit beaucoup dans les standards les objectifs, la planification, le temporel, les coûts. Qu'est-ce qui fait que la communication est un des piliers de la réussite d'un projet? C'est que la communication permet de comprendre les principaux objectifs de l'implantation de l'outil ou du projet qu'on met de l'avant dans une organisation. Et moi, j'ai toujours considéré la communication étant comme un peu le ciment entre les briques. C'est ce qui attache tout. Et il est important de bien expliquer aux employés l'idée derrière cette démarche-là d'implanter un nouvel outil informatique. Et puis, comme tu le mentionnais tout à l'heure, je pense que le terme est exact, c'est des ambassadeurs. Et ça, c'est des employés qui vont devenir nos champions sur le plancher, qui vont communiquer avec leurs collègues pour leur faire comprendre ou leur indiquer que finalement, non, il est facile d'utiliser cet outil-là. Mais il y a une chose qu'il faut retenir en communication, et ça, je l'ai appris avec les années, c'est que la communication, ça commence par l'écoute. Et quand je dis que ça commence par l'écoute, c'est que oui, on a un désir d'aller de l'avant avec un nouvel outil informatique ou autre, mais je pense qu'il faut écouter les employés par rapport à leurs revendications et après ça, expliquer quand on dit non, expliquer pourquoi. Et quand c'est oui, leur dire oui, ça en fait partie et vos doléances seront intégrées à l'intérieur du projet. Mais l'important, c'est de bien expliquer le projet et de communiquer constamment. La majorité du temps, même, je dirais, dans tous les projets, un chef de projet va dépenser 90% de son temps à communiquer. Et c'est son rôle, parce que c'est la personne focus dans le projet, et donc c'est lui qui doit assumer toutes les communications verticales, horizontales, avec toutes les parties prenantes. Et c'est son rôle de départ et il démontre beaucoup de leadership en communiquant. C'est très important. Autrement dit, dans ses communications, il faut qu'un chef de projet fait ce qu'il dit. Et on a une expression ici au Québec qui est très juste. On dit qu'il faut que les bottines suivent les babines. Donc, fais ce que tu dis. Okay? Donc, je pense que c'est très important, ça, auprès des gens. Et souvent, le leadership, ça peut aller chercher de plusieurs façons. Et ça, c'en est un. Mais c'est incroyable parce que finalement, vous le savez, j'avais récemment parlé de incarner ce que l'on dit, c'est l'essentiel et c'est comme ça qu'on devient inspirant. Finalement, c'est un petit peu la base du leader. Ce qui est rigolo, c'est que finalement, quand on travaille sur la gestion de projet, on peut se rendre compte que dans la vie, tout peut être géré comme un projet. Est-ce que vous auriez un exemple? Ah ben absolument. Écoutez, plusieurs activités qu'on réalise, que souvent, on ne réalise même pas que c'est un projet. L'organisation d'un voyage familial, il y aura un échéancier, une date de départ, une date de retour. Il y aura un budget. Je pense que c'est pas illimité, le budget. Il y aura une qualité des services attendus. Il y a des ressources d'impliquées humaines. C'est les parents, les enfants, les services qu'on devra acheter. Donc, il y a de l'acquisition de
service. Tous les domaines de connaissances de la gestion de projet sont mis à contribution, ne serait-ce que dans un voyage. Et je pourrais vous en donner une dizaine d'exemples identiques. Un mariage, c'est idem à un projet, il n'y a pas de différence. Si vous avez envie ou vous avez même un rêve, vous pouvez le décomposer en projet. C'est quelque chose d'essentiel parce que la méthodologie projet vous permet de définir les objectifs, de clarifier la planification et également de l'exécuter. Si vous exécutez chacune des actions que vous avez définies, vous aurez en fait un résultat succès. Je pense que le mot que tu as utilisé, décomposer, est excellent parce que en décomposant son projet, c'est là qu'on va mesurer le réalisme du projet. Si on ne le décompose pas et on reste très haut dans son analyse, on risque de manquer nos cibles parce qu'on manque de réalisme souvent. Et donc, en décomposant un projet, c'est la clé du succès, c'est de bien décomposer son projet pour s'assurer que rien n'est oublié pour livrer ce qui est attendu à la fin. Souvent de la part du client, mais si on se parle dans un projet personnel, c'est de la part des parties prenantes qui sont désireux de lancer le projet. Et souvent, on associe justement la décomposition au risque établi, parce que parfois, quand on décompose, on découvre des choses qu'il va falloir réaliser, puis on les dit. Parfois, on veut faire un projet, mais on fait comme s'il y avait une zone qu'on ne connaît pas, puis on la met de côté, on fait un peu l'autruche, puis finalement, boum, c'est exactement là où ça foire. Alors, si on est capable de décomposer en amont, on va réussir à définir quels sont les risques et on va y trouver des solutions. On va pré-mâcher des solutions qui permettront de définir comment réagir, quel comportement adapter, et à ce moment-là, quand ça arrive, on est préparé. Peut-être pas à 100%, mais peut-être qu'à 80%, on a déjà les clés. Et ça, c'est essentiel, encore une fois, pour le succès des projets. Est-ce qu'on peut identifier la gestion du risque dans notre voyage familial, s'il vous plaît? Ah, absolument. Exemple, une analyse de risque, un risque associé à notre voyage, ça peut être, exemple, un retard dans les vols. Et donc, à ce moment-là, ça prendrait un plan B, dire à savoir, ben là, toute la famille est à l'aéroport, l'avion est décalé de 24 heures, ben là, il y a une mesure de mitigation, est-ce qu'on retourne à la maison, est-ce qu'on loue une chambre à un hôtel localement à l'aéroport, pour pouvoir s'assurer que si jamais il y a un retard, bon, qu'on a une mesure pour pallier ce risque-là. Exemple, aussi la prise d'assurance maladie en voyage. Oui, tout le monde est en santé, mais on se rend, je ne sais pas, moi, en Amérique du Sud, il peut y avoir des maladies locales qui affectent la famille. Ben, c'est pas parce qu'on est en santé qu'on est à l'abri de tout, donc il faut se prendre des mesures de mitigation, une assurance santé et autres que je pourrais rajouter, mais il y en a toute une panoplie de possibilités qu'on doit regarder. Mais vous savez, l'analyse de risque, c'est toujours basé sur le niveau de tolérance des gens par rapport au risque. Il y a une théorie qui supporte ça, c'est la théorie des tolérances, qui dit qu'il y a 3 types d'individus par rapport au risque. Il y a des individus c'est des preneurs de risque. Hein? Ils disent, eux, le risque, ça ne leur fait pas peur, ils sont capables de vivre avec ça, ce n'est pas un stress. Oui, ça peut être positif, mais ça peut être aussi très dangereux. Il y a des gens qui sont plus neutres vis-à-vis des risques, qui vont balancer les pour et les contre. Et il y a des gens qui sont des éviteurs de risques. Un risque pour eux, c'est catastrophique. Donc, c'est des gens qui vont se surprotéger. Moi, je dis toujours, c'est des gens qui vont se mettre une ceinture, des bretelles, une camisole de force pour se protéger contre les risques. Donc, il faut être conscient de ça et c'est toujours, que ce soit personnel ou dans des projets, je pense que dans un projet familial, c'est en famille qu'il faut le regarder. Il ne faut pas le regarder seul. Si on le regarde seul, l'analyse de risque va prendre de couleur. Et c'est ce qu'il faut éviter. Et dans les projets, c'est la même chose. Encore une fois, trouver ses alliés, c'est essentiel pour créer un projet et s'entourer, c'est évidemment la solution pour pouvoir aboutir un projet. Absolument. Ce qui veut dire que, par exemple, si on revient sur le management, parce qu'en famille, il y a toujours on va dire quand même quelqu'un qui prend les décisions finales, dans une équipe, c'est la même chose. Comment on définit les compétences indispensables d'un manager? Je pense qu'un manager, au départ, je pense que ça prend une personne passionnée. Passionnée dans son domaine, que l'on parle de gestion de projet, que l'on parle de gestion technique ou autre, ça doit être une personne passionnée si on veut que les gens nous suivent. Et en étant passionné et surtout aussi
je crois ça, en guidant son équipe, en étant présent et surtout en étant un bon communicateur. Je pense que c'est très important. Et là, je reviens à ce que je mentionnais tout à l'heure. Quand je parle de bon communicateur, c'est d'être une personne à l'écoute de son équipe. On a une expérience, on a du vécu, on a des connaissances techniques. Quand je dis technique, on reste en gestion de projet, du domaine de la gestion de projet. Mais il ne faut jamais oublier que la réalisation d'un projet, c'est un travail d'équipe. Il n'y a pas un individu seul, que ce soit un homme ou une femme, qui peut livrer un projet par lui-même. C'est impossible. Et je vais ramener sur un concept pour moi qui est très important. J'ai toujours dit que ce n'est pas un plan qui fait fonctionner les gens, c'est les gens qui font qu'un plan fonctionne. Et c'est pour ça que le fait que de comprendre ces concepts-là, ça démontre de la part du gestionnaire de projet beaucoup d'ouverture. Et l'ouverture va démontrer du leadership auprès des gens. Moi, je disais souvent à mes gens, quand ils venaient me voir, je dis, la porte de mon bureau est toujours ouverte, sauf quand elle est fermée. Et là, à ce moment-là, ça disait quoi? Vous pouvez rentrer, venir me voir, n'importe quel moment, ça me fait plaisir. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Mais autrement, je peux vous recevoir. Et je pense que ça, là, ça démontre une disponibilité auprès de son personnel. Et c'est le rôle du chef de projet. Hein? Il est le pivot dans le projet. Et les gens vous regardent aller dans toutes les directions. Hein? Ils vont vous suivre. Si vous savez, on le voit souvent, on peut reprocher beaucoup de choses à des régimes militaires, mais les gens suivent la ligne hiérarchique. Et si le capitaine passe dans le champ de mine, les soldats vont suivre. Et je pense dans un projet, c'est la même chose. Si tu vas de l'avant, tu dis on fonce, je défends mon équipe, toujours défendre son équipe, c'est son rôle. S'il y a une problématique, ça discute en famille, mais toujours défendre son équipe. Ça, c'est très important pour un chef de projet. Il prend, je dirais, l'imputabilité du projet. Son personnel demeure responsable, il est imputable. Et ça, il faut que les gens le comprennent, il faut que le chef de projet le dise et le fasse. Et c'est là que vous allez démontrer votre leadership auprès des gens. Là, ils vont vous suivre, ils vont vous croire. Ok, incarner encore une fois ce que l'on dit, oui. Et partager avec son équipe dans quelle direction on va aller et le faire. Oui, absolument. C'est les pieds et les babines, c'est ça? Oui, il faut que les bottines qui suivent les babines, exactement. Exactement, oui. Je me rappelle d'une occasion où j'avais juste une parenthèse, j'avais mentionné ça dans un cours que j'allais à l'université à Paris. Et mon Dieu Seigneur, tous les étudiants dans la salle ont cessé de parler et puis ils avaient tout rond. C'est une expression très québécoise et donc j'ai dû réexpliquer par la suite là, dans des termes plus internationaux ce que j'entendais par ça. Les cultures nous amènent à expliquer certaines choses. Oui, absolument. Et l'humour, c'est pas évident dans chacune des cultures dans lesquelles on va. Non, mais en tout cas, ça donne le sourire. Oui. Je me suis fait comprendre quand je l'ai dit en anglais, j'étais à Paris dans une université, et je l'ai dit en anglais, les gens ont compris, ce qui m'a bien surpris. J'ai dit « walk the talk ». Et donc, les gens avaient compris à ce moment-là. J'ai dit « bon, ben, c'est parfait ». Bon, en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, vous parlez de leadership. Oui. Alors, le leadership, c'est souvent associé au leader, mais finalement, vous l'associez au manager. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence, ou s'il n'y en a pas, selon vous, entre manager et leader? L'idée du manager, c'est lui à qui on confie la responsabilité du projet. Donc, vient avec la responsabilité du projet plusieurs rôles, dont le leadership. Pour moi, si on me dit tu es le manager d'une fonction, tu es le responsable de l'ingénierie pour l'organisation, comme être responsable d'un projet, parce que ça veut dire que je me dois de gérer ma fonction ou gérer mon projet. Mais pour bien gérer ma fonction, bien gérer mon projet, et là, je vais utiliser toute une panoplie d'outils qui sont à ma disposition, dont le leadership, dont les capacités de communicateur, mon entre-gens, mon humour peut servir des fois à apaiser une situation stressante. Autrement dit, c'est d'utiliser, être capable, un manager doit être capable d'utiliser le bon médicament pour le bon problème, la bonne maladie. Il faut faire un bon diagnostic et après ça, appliquer le bon médicament. Et ça, là, c'est un rôle essentiel d'un gestionnaire. Essentiel. Que ce soit d'une fonction, d'un projet ou autre, ça fait partie de ses responsabilités. Si vous n'êtes pas en mesure de faire ça, vous n'avez pas encore ce qu'il faut pour être manager. Vous allez peut-être le développer, mais je pense que c'est une chose qu'il faut réaliser très rapidement, évaluer la situation et appliquer le bon remède par la suite. Et ça, moi, je pense
que c'est des habiletés qu'un gestionnaire doit développer absolument. Que ce soit dans un projet ou dans une fonction, ça, c'est primordial. Donc, développer ces soft skills, c'est essentiel. On parle souvent de compétences techniques, parce que souvent la gestion de projet, elle est définie dans des projets qui sont liés à la construction, où on a beaucoup de technicité et d'ingénierie derrière, mais finalement chacun des membres de l'équipe a besoin de développer ses soft skills, et d'autant plus quand on va être le chef de projet ou le chargé de projet. Alors justement, si vous aviez un conseil à donner à un jeune chargé de projet ou une jeune chargée de projet, lequel serait-il? Je dirais surtout de bien s'entourer. Moi, j'ai acquis beaucoup de connaissances en étant très bien entouré. J'ai eu d'excellents mentors et je pense qu'il faut qu'un jeune, dès le départ, doit développer son réseau. Le réseautage, c'est très important. Je pense c'est savoir à quelle porte frapper quand on a une problématique. Et moi, j'ai toujours dit, dans des grandes boîtes ou même des petites boîtes, il y a toujours quelqu'un quelque part qui a la réponse à notre problématique. Et essayer de tout faire par soi-même, ça peut être à risque. Et je pense que d'être bien entouré, c'est évident, on peut faire des lectures, on peut suivre des formations d'appoint. Oui, c'est utile, c'est nécessaire pour se maintenir à niveau sur les nouvelles méthodologies, les nouveaux outils. Mais je pense que d'être très bien entouré, d'avoir des mentors qui sont disponibles, je pense que ça, là, c'est pour un jeune, je parle pour un jeune, ça devient essentiel. Essentiel. Il sera toujours, quand la situation sera stressante, où il semblerait qu'il n'y a pas de solution de problématique, de pouvoir s'appuyer sur un mentor, ça aide énormément. Et j'ai eu cette chance d'être entouré d'excellents mentors, probablement dans les meilleurs qui pouvaient exister sur le marché, dans mon domaine de la gestion de projet. Et ça, aujourd'hui, je le réalise. Quand j'étais plus jeune, je le réalisais moins, mais aujourd'hui, je le réalise encore plus. Parce que je suis un mentor. Donc, je le vois aujourd'hui. Quand on vient me voir, ça rassure les gens. Okay? Ça, c'est très important, je pense. On se rend compte que le mentor, c'est essentiel pour pouvoir progresser. Mais vous savez, un mentor, ça peut être quelqu'un d'inspirant. Ça peut être quelqu'un, en fait, peut-être qui n'est même pas présent dans le quotidien ou même dans l'environnement ou même dans le pays dans lequel vous êtes, mais de s'inspirer de certaines personnes parce qu'elles vous inspirent elles-mêmes, ça va vous donner des pistes. Toutefois, quand on parle de réseautage, il est préférable de le faire en physique. Alors, est-ce que vous auriez une astuce pour être capable de trouver le bon mentor et comment faire pour le trouver? Je dirais que le réseautage, il se fait graduellement et c'est par essai-erreur souvent. Je dois avouer que mon réseautage et la découverte de mes mentors, ça s'est fait un peu comme une pinball machine. Hein? Je veux dire, à un moment donné, je ne savais pas quelle porte frapper, je frappais un endroit, on me disait non, c'est pas moi, ben va voir ailleurs. Et ça, c'est le défi d'un jeune ingénieur, jeune technicien ou quelqu'un qui gradue l'université, peu importe son domaine, et qui arrive dans une grosse boîte. Là, je parle d'une référence dans une grosse boîte. C'est long et c'est compliqué d'aller chercher ses mentors. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas avoir peur de demander. Il ne faut pas être gêné. Moi, j'avais un truc, souvent, je passais toujours par les secrétaires des vice-présidents. Je dis les secrétaires parce que la majorité du temps, presque à 100% à l'époque, c'était des dames. Ces personnes-là connaissaient toutes les personnes de leur unité, de leur vice-présidence, avaient des connexions partout. Et c'est ces personnes-là qui m'ont guidé, moi, souvent à l'intérieur de la boîte où j'étais pour aller frapper à la bonne porte. Parce que eux, tout le monde était un peu, je dirais, le goulot par où tout passait. C'était le tamis pour le vice-président. Et donc, je me suis dit, à un moment donné, probablement qu'en passant par eux, je pourrais. Et ça, vraiment, c'est un coup de dé. Et je me suis rendu compte par la suite que c'était ça a été mes meilleures références que j'ai pu avoir pour bâtir mon réseau. Mais comme je vous dis, il ne faut pas avoir peur d'essayer et de temps à autre manquer son coup. Mais normalement, on nous dirige. On nous aide dans cette démarche. Dans une petite boîte, c'est facile.
il y a moins d'intervenants. Donc, si c'est pas A, ça va être B. Donc, c'est plus simple. Mais dans une grande boîte, là, c'est long. C'est long, plus compliqué, mais moi, finalement, avec le temps, ça s'est fait en me développant une petite méthodologie très personnelle. Donc, oser poser des questions, oser interroger, puis oser aussi recevoir du feedback des personnes qui vous entourent, c'est important. Vraiment, la méthode de la secrétaire du vice-président, c'est incroyable. Moi, j'ai travaillé dans la vente. J'ai fait du commerce pendant pas mal de temps. Et c'est exactement le même principe. Ces personnes-là sont des mines d'informations. Elles n'ont pas le titre de la fonction incroyable, mais c'est des femmes et des hommes incroyables. Ils ont un réseau parce que comme effectivement c'est le tamis, c'est le filtre qui va arriver au vice-président, il y a beaucoup de personnes qui sont obligées de passer par ces personnes-là. Et comme finalement c'est le pivot, c'est même le levier, je dirais. Alors voilà, ça c'est vraiment une astuce et merci beaucoup de nous la partager parce que c'est vraiment une astuce que vous pouvez utiliser dans n'importe quel domaine et dans toutes les sphères de votre vie. Ah oui, et je peux juste rajouter à ça, j'ai un ami personnel qui était chef de cabinet d'un premier ministre et c'est exactement le même rôle. Et c'est ce qu'il me mentionnait, il devait filtrer, c'était le dernier barrage avant d'entrer dans le bureau du premier ministre. Et donc, la secrétaire, c'était la même chose. Et donc, je me suis dit, je vais essayer voir. Ça a été un coup de dé, mais ça a réussi. Donc, c'est ça le poker, hein? Des fois, on gagne, des fois, on perd. Mais vraiment, non, c'est comme tu disais, c'est une mine d'informations. Et je pense mais il faut l'utiliser, je pense, de façon parcimonieuse. Mais je pense que c'est une excellente porte d'entrée. Super. Alors peut-être qu'on pourrait se poser la question aussi pour, pas les jeunes maintenant managers, mais comment faire pour continuer à progresser et à être inspiré quand on est un chargé de projet qui a déjà 20 ans d'expérience? À ce moment-là, c'est de demander des nouveaux challenges. Ne pas attendre qu'on vous les amène, c'est de les demander. Moi, j'attendais pas qu'on me les offre, je les demandais. Avec le temps, les gens se font une tête sur ce que vous êtes. Et on dit, lui, Richard, il est une bonne expérience en construction. On attend d'avoir un projet intéressant pour lui donner. On ne lui donnera pas un petit projet parce qu'au point où il est rendu, on lui donne un projet d'envergure, mais on n'en a pas tout de suite dans les cartons. Moi, j'attendais pas. J'allais voir, j'ai dit, avez-vous d'autres projets, peu importe le domaine, que ce soit en informatique ou ailleurs. Le défi m'intéresse. J'ai le goût d'entreprendre de nouveaux défis dans d'autres domaines. Là, à ce moment-là, ça les éveillait. Il faut éveiller les gens aussi, notre entourage. Hein? Et parce que des fois, les gens se font une idée, une image de ce qu'on est, et on est mais on est calé dans cette image-là. Et c'est à nous à les forcer de nous sortir de l'environnement dans lequel ils nous voient pour nous amener dans d'autres directions. Et plus on réalise de projets intéressants et différents, plus grande notre palette d'expérience est. Et donc, à ce moment-là, on pense à vous tout de suite, peu importe les défis. Et moi, c'est ce que j'aimais, c'était les défis. Et je voulais des nouveaux projets, je voulais de nouveaux défis pour pouvoir m'accomplir. Vous savez, il faut être proactif et non réactif. Proactif, on fonce, réactif, on attend. Et je pense que la proactivité en projet, et comme dans sa carrière, c'est la clé. Si on attend que les situations se produisent, on sera toujours en gestion de crise. Et la gestion de projet aujourd'hui a tendance à vouloir éliminer la gestion de crise. La gestion de crise, c'est l'exception, c'est pas la règle. Et dans une carrière, c'est la même chose. Ici, il faut être proactif, foncer, demander. Moi, j'ai toujours dit, le pire qui peut m'arriver, c'est qu'on me dise non. C'est tout. Merci beaucoup. C'est un vrai partage parce que souvent, quand on est dans une position depuis plusieurs années, c'est vrai qu'on nous catégorise dans cette mission. Et c'est pas la fonction qui définit qui nous sommes. C'est plutôt par l'appréciation et l'expérience de nos fonctions qu'on a développé différentes habilités. Et on a développé, bien sûr, ces soft skills qui sont intéressantes et intéressantes dans tous les domaines. Donc c'est plutôt se ramener à ses forces, à cette passion qui nous permet d'être manager et de se dire, tiens, qu'est-ce qui me challengerait aujourd'hui? Qu'est-ce qui me permettrait de continuer d'avancer et de continuer de progresser? Et surtout, préparer sa relève.
Souvent, les gens craignent de préparer une relève et de perdre le poste qu'ils occupent. Non. Moi, j'ai toujours cru que de se rendre indispensable, ça me cale dans un poste. J'ai toujours voulu avoir une relève pour pouvoir quitter à n'importe quel moment et assumer d'autres défis. Donc ça, c'est très important parce que s'il n'y a pas de relève, une organisation ne voudra pas créer un risque en vous déplaçant. Donc, il faut très tôt identifier sa relève, la former, la mentorer pour être en mesure de pouvoir relever d'autres défis ailleurs par la suite. Il ne faut pas avoir peur de préparer une relève. Au contraire, c'est exactement le contraire qu'il faut réaliser. Souvent, les gens ont tendance à penser autrement. Non. Pensez à la relève tout de suite dès le départ. C'est incroyable parce que je parlais justement de la position de la femme en gestion de projet par rapport à un homme. Et souvent, en ce moment, on essaye d'identifier des femmes qui ont ce potentiel, qui ont cette expérience, puis les accompagner pour qu'elles puissent prendre la relève. Eh bien, souvent, certaines personnes ou certains hommes se sentent menacés par cette femme qui va arriver puis qui va prendre en compétence. S'il vous plaît, messieurs, laissez vivre l'expérience de cette femme, accompagnez-la parce que vous allez devenir son mentor, vous allez devenir cette personne inspirante. Et quoi qu'il arrive, si vous êtes capable de l'accompagner pour prendre votre poste, c'est que du bonheur pour vous, vous allez avoir d'autres challenges. Oui. Let's go! Absolument, et je pense que tu as un excellent point. Aujourd'hui, de plus en plus, la femme est présente sur le marché du travail, ce qui n'était pas le cas avant aussi. Donc aujourd'hui, il y a une parité en termes de nombre sur le marché du travail hommes-femmes. Donc ayant une parité de nombre, il doit y avoir une parité aussi dans l'occupation des postes. Je pense qu'on ne peut pas avoir 80% de chefs de projet, 20% hommes puis 20% femmes, alors qu'on a une parité d'employés 50-50. Je pense que les compétences sont présentes et malheureusement encore, et je le vois, il n'y a pas suffisamment de femmes. Et je pense qu'il y a une dimension importante que la femme apporte dans les projets, une sensibilité souvent que l'homme n'a pas toujours. Et moi, je l'ai constaté en travaillant dans le domaine auquel je me trouvais à l'époque, étant dans une fonction plus comptable, finance, c'est un domaine où on retrouvait beaucoup de femmes. Et j'ai appris beaucoup de ça aussi. J'ai découvert une sensibilité à appliquer dans mon quotidien que je n'appliquais pas comme homme. Et ça m'a permis de découvrir cette dimension-là. Et je pense que même, je dirais, c'est souvent une combinaison des deux qui fait que c'est un succès. C'est pas plus être 100% homme, 100% femme. Je pense que ça prend un équilibre entre les deux. Et dans un projet, un chef de projet, il doit avoir un QI et un QE, un quotient intellectuel et un quotient émotionnel. Et je pense que c'est d'être balancé par rapport à ces deux éléments-là qui est très important. Et souvent, malheureusement, chez l'homme, souvent, il manquait le QE et qu'on trouvait plus présent chez la femme. Et je pense que d'avoir des femmes qui ont entouré de femmes dans le milieu du travail, l'homme va acquérir plus un peu de plus de QE pour pouvoir mieux gérer ses ressources, surtout. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions reliées à la gestion des ressources. Tu le mentionnais, la gestion des ressources humaines et tout ça. Et c'est pas une science exacte, c'est pas mathématique. 1 et 1 nous donne 2. En gestion des ressources, ça prend toutes sortes de dimensions. Et on apprend énormément de ça. Et c'est pour ça que je vous dis, et j'en reviens au point que je voulais faire tout simplement, à conclure là-dessus, il faut absolument aller chercher souvent ce que la femme avait beaucoup plus que l'homme, je trouvais, moi, personnellement. Et là, je fais attraction d'intelligence, pour moi, c'est égal, ça. Et c'était le côté émotionnel. Apprendre à gérer des émotions adéquatement dépendant des différentes situations. Et je pense qu'on a à apprendre beaucoup là-dessus, nous aussi. Et pour ça, oui, je suis entièrement d'accord avec toi qu'on devrait donner accès de plus en plus aux femmes à ces postes-là, gestion de projet. Quand on parle de gestion de projet, on a vraiment l'idée du manager qui gère son équipe. Mais après avoir géré des projets, souvent ces managers qui sortent du lot deviennent des managers de managers. Qu'est-ce que ça prend pour devenir un manager de manager? Encore là, je vous dirais, moi, j'y vois pas une grosse différence entre gérer des managers et gérer des employés directement, alors qu'il n'y a pas de tampon entre le responsable et les employés. Pour moi, c'est la même chose.
leur donner des objectifs, les sensibiliser, parce que là, si vous gérez des managers, vous n'avez pas un accès directement aux employés et vous avez une philosophie qui est très axée sur les employés, c'est une difficulté additionnelle parce que votre philosophie doit devoir passer à travers un manager, vous assurer que ce manager le comprend bien et aussi ça se répercute par la suite chez les employés. Et donc, c'est là où la difficulté, il y a une difficulté qui est rajoutée, c'est qu'on met un tampon entre vous et l'employé et vous souhaitez que cet employé reçoive l'information de la même façon que si c'était vous que leur donniez directement. Et donc, plus on rajoute de niveaux, plus on rajoute de difficultés. C'est un peu ce qu'on appelle le téléphone arabe. Hein? Et plus j'ai d'intervenants qui transmettent l'information, plus il y a de chances que le message soit dilué ou complètement changé en bout de piste. Et donc, il est important, quand on a des sub-managers, que le manager qui est en charge ait aussi le réflexe d'être un baladeur. C'est ce que j'appelle, moi, le manager baladeur. Il doit, si vous avez des sous-gestionnaires qui travaillent pour vous, c'est d'aller sur le plancher. Et d'aller sur le plancher et de vérifier, aller chercher le pouls. J'ai toujours dit qu'en allant chercher le pouls, on découvre les poux. Et d'avoir l'information directement du plancher, ça nous donne énormément d'informations à savoir si votre message a bien passé et s'il n'a pas été filtré, votre message. Et ça, c'est un défi d'avoir des sous-managers sous soi, de s'assurer que notre message se rende correctement à la base. Mais il ne faut pas avoir peur de se promener. Mais il faut faire attention en se promenant pour pas que vos relevants pensent que vous passez par-dessus eux. Il faut faire ça de façon délicate. Ça peut devenir un peu délicat, mais vous avez tous les droits de le faire. Donc on voit bien l'essence d'aller chercher à la source l'information. Et donc plus on rajoute de strates de management, plus il faut réussir à communiquer de manière impactante. Oui, il faut qu'on nous voie. Faites-vous voir. Et ça, c'est important. Il ne faut pas devenir invisible. Il faut se faire voir. Même si on a des managers sous soi, il faut aller sur le terrain. Et souvent rencontrer ses employés. Faire des rencontres informelles et discuter avec les gens. Parce que souvent, on a beaucoup d'informations quand on fait ce genre de rencontre-là. Si vous ne basez vos décisions que sur des rapports que vous recevez, souvent, il y a plusieurs couches de rose sur les rapports. Et c'est en creusant qu'on trouve l'information beaucoup plus fort. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller sur le plancher. Donc justement, maintenant, vous êtes à la retraite de la gestion de tous ces projets, mais vous êtes formateur, oui. Et vous êtes formateur à l'international, oui. Puisque vous donnez des formations pour accompagner les gens à se certifier au PMP. Vous partez d'ailleurs prochainement à Singapour. Oui, par la suite, après ça, Melbourne en Australie pour des mandats des entreprises locales. Et au retour, je vais quitter probablement pour le Cap en Afrique du Sud et la République démocratique du Congo pour justement aider au Congo, former des chefs de projet à la certification du PMI, mais dans une nouvelle section du PMI qui s'ouvre à Kinshasa au Congo. Donc, il y a un peu un rôle là-dedans de former pour la certification, mais aussi un train the trainer, autrement dit, de commencer à mettre sur pied une relève locale pour pouvoir qu'ils puissent se prendre en main. Très intéressant comme mandat. C'est des pays que j'ai eu l'occasion déjà de visiter, mais j'y retourne avec plaisir parce que l'aspect culturel est un élément fantastique à l'international. Justement, si on revient sur l'international, oui. On a de plus en plus d'équipes en fait à distance et également d'équipes multiculturelles. Quelles seraient les clés qui nous permettraient de garder cette cohérence de message, cette cohérence de valeurs avec ces difficultés supplémentaires? Cette mise en situation-là demande beaucoup d'explications et c'est très large et c'est complexe. Assurer une cohésion entre les différentes unités d'affaires, c'est tout un défi. La réussite de cette démarche-là doit faire l'objet d'objectifs très précis de la part des managers locaux, de la part du siège social.
qu'il se trouve à Montréal, qu'il se trouve à Paris ou ailleurs, il faut toujours s'assurer que l'implantation va se faire de façon harmonieuse et que ça va s'implanter. L'enjeu qui a une base plus humaine dans un déploiement international, et souvent, il n'y a pas 25 porte-parole, il n'y en a qu'un. Moi, je le vis actuellement dans mes mandats. Je suis le porte-parole de l'entreprise à travers ces différentes unités d'affaires à l'international, étant également le formateur sur la nouvelle méthodologie. Et ce que ça demande à ce moment-là, et là, je me considère comme un chef de projet par rapport à ce mandat-là, ça me demande une adaptation au niveau culturel. Autrement dit, si je suis au Brésil, je deviens brésilien. Si je suis en Afrique, je suis un Africain. Et si je suis en Asie, je deviens un Asiatique, un Australien, peu importe. Et je pense que c'est ce qui va garantir le succès. J'arrive pas sur place avec mes gros souliers et dire voici comment ça fonctionne et voici la méthodologie qu'on a implantée, ça garantit le succès. Non. Il faut toujours tenir compte de l'aspect culturel local. Je me suis rendu compte aussi, de par cette expérience-là, que souvent, on avait beaucoup de moyens et on réalisait peu, et dans d'autres endroits, on avait peu de moyens et on réalisait beaucoup. Et ça demande une ouverture à ce moment-là à l'aspect culturel de cette démarche. Il est très important de s'associer à l'aspect culturel pour en faire un succès. Et s'il faut qu'une rencontre, une formation qui est cédulée pour 1 heure ou 8 heures prenne 10 heures, on prend 10 heures. Il ne faut pas cadrer et être inflexible, il faut justement s'adapter. Et je pense que c'est la clé. Moi, je pense que, moi, je me dis, je suis caméléon, je prends la couleur locale. Et ça m'aide énormément. Et les gens, à ce moment-là, sont beaucoup plus ouverts et sont plus réceptifs. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la communication, ça commence par l'écoute. Et quand je suis localement, j'écoute avant de parler. Et là, je reçois beaucoup. Et on reçoit beaucoup à l'international et avec les différentes cultures, on reçoit énormément. Mais faut-il être capable de recevoir? Et c'est pour ça que ça demande beaucoup d'ouverture. Ça, les gens qui veulent faire l'international, il faut absolument qu'ils comprennent ce défi-là. S'ils ne sont pas en mesure de s'adapter, comprendre ce défi-là, parce que souvent on est dans des situations, on est seul, on est dans des situations délicates, on ne comprend pas la culture, la langue peut être différente. Alors, c'est sûr qu'il y a une langue internationale, l'anglais est partout aujourd'hui. Bon, je pense que c'est la langue d'affaires un peu partout. Il faut être en mesure de s'adapter et rapidement. Et c'est pour ça que je pense que quand on parle de projets internationaux, de la part du chef de projet, chargé de projet, parce que je me considère un chargé de projet, même comme formateur, ça me demande une adaptation rapide. Il faut se tourner sur un centime très rapidement pour pouvoir livrer ce qui est attendu. Ah oui, ça, c'est un absolu, sinon ça ne fonctionnera pas. Très bien. Alors, on arrive à la dernière question. Quelle serait ta suggestion, Richard, pour une personne qui souhaite vraiment venir à la gestion de projet ou simplement se dire dans ma vie, j'aimerais réaliser ça, comment je pourrais faire pour le mettre en format projet? Quel serait le pas de plus à réaliser? Moi, je pense qu'une personne qui est intéressée à faire de la gestion de projet doit au minimum aller chercher une formation adéquate. Une formation adéquate et que ce soit une maîtrise en gestion de projet, que ce soit une certification donnée par des organismes comme le PMI ou autres qui existent à travers le monde, je pense que c'est un minimum à aller chercher. Après ça, il y aura toujours la question de l'assignation de mandat. Et je pense qu'il faut commencer à la base, il faut comprendre ce que c'est que la gestion de projet. Et je pense que de faire ces classes à la base, c'est très important. C'est pas toujours intéressant de s'asseoir faire des échéanciers, c'est pas toujours intéressant de s'asseoir faire des estimations, faire du contrôle de coûts, manipuler des outils